Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, c'est le cyberpunk qui sera à l'honneur, puisque je vais tout d'abord vous présenter Shadowrun. Alors là, je vous préviens, la vidéo sera en deux parties, parce que j'ai énormément de choses, on va dire, à vous présenter. Et là, donc, cette première vidéo sera consacrée uniquement aux premières, deuxième et troisième éditions de Shadowrun. Voilà. Et la deuxième vidéo, évidemment, à la quatrième, cinquième et sixième édition qui vient tout juste de sortir en VF dans nos contrées. Voilà. Alors Shadowrun, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Shadowrun, c'est un jeu de Phasa Corporation, voilà, ici, paru en 89, qui s'est désigné, qui s'est auto... Enfin, il n'a pas eu de chance, on va dire, mais il a dû faire front contre Cyberpunk, qui est sorti à la même époque et qui l'a devancé quelque peu sur le genre et même sur la sortie. Et donc, pour cela, il a dû d'entrée se démarquer, puisque, on va dire, les puristes du genre diront oui, ben, ce n'est pas un vrai jeu cyberpunk, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas un vrai jeu cyberpunk. Il emploie complètement tout le genre, tous les canons du genre, mais il y ajoute quelque chose de vraiment particulier, qui était d'une très très grande originalité, mais qui en a fait à la fois, on va dire, le jeu peut-être le plus détesté, le plus complexe, mais aussi le jeu le plus original de son genre, c'est-à-dire la fantasy. Et oui, mêler cyberpunk et fantasy, c'était très osé, c'était même très culotté à l'époque, car évidemment on n'avait jamais vraiment vu ça. Le genre en cyberpunk en plus était assez balbutiement. La littérature cyberpunk en 89, ben, elle était assez jeune, on va dire, dans ses, elle était assez jeune d'ailleurs, et le mouvement était déjà quasiment terminé. Mais ça, j'y reviendrai quand je parlerai plus amplement du genre cyberpunk, justement, dans une autre vidéo. Et donc, la première édition, eh bien, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle qui est parue en 89 en version originale. Il y a donc eu une version française de ce livre, ainsi que des suppléments de la gamme que je vais vous montrer, puisque j'en ai certains en français. Donc, au départ, Shadowrun, eh bien, pour ce qui est en tout cas du monde, et oui, Shadowrun, c'est un jeu qui fait énormément peur de par son système, mais aussi de par son univers, qui est un univers très complexe, très fouillé, très dense, avec une très grande continuité, puisque la première édition nous propose de jouer en 2050, et on va comme ça égrener les années, les décennies, jusqu'à arriver en 2080 pour la sixième édition. Donc la deuxième édition, elle, se concentre sur les années 2053. La troisième édition, on joue en 2060. La quatrième édition, elle, nous serons déjà en 2070. La cinquième édition, on est, on va dire, en 2075 jusqu'à 2078, et donc 2080 pour la sixième édition. Voilà. Ça, c'est pour, voilà, c'est déjà un jeu, on va dire, avec un background, une chronologie et un univers évolutif qui n'évolue pas, comme je l'avais dit pour Torg, en fonction, on va dire, de ce que font les joueurs, mais plutôt, on va dire, au gré des auteurs et au gré, on va dire, des éditions. Ça, déjà, c'est un point assez fort, parce que, voilà, dans les gammes de jeux de rôle, on va dire, les univers évolutifs comme ça, bah, c'était assez nouveau à l'époque, hein. Je vous rappelle qu'on avait quand même accès à l'époque, en 89, à des jeux qui proposaient, on va dire, un background fixe dès le départ, et bah, il évoluait à notre table de jeu, mais si on avait envie de le faire, dans les éditions d'après, il évoluait peu, c'est arrivé plus tard, ce mouvement. Donc, on peut déjà dire que il faut avoir quand même une très bonne connaissance du background, savoir de quoi il en retourne, parce qu'il y a énormément de choses dans cet univers, énormément d'aspects, de conspiration, on va dire, d'intrigues derrière les intrigues, qui en font toute la richesse, mais qui font que, on va dire, le jeu fait énormément peur. Alors, il fait peur aussi au niveau de son système de jeu. Alors, dans la première édition, évidemment, il était plutôt assez balbutiement, et il s'est, on va dire, affiné, mais aussi complexifié avec le temps. Excusez-moi. Jusqu'à devenir vraiment très trop complexe, puisqu'il comportait, on va dire, plusieurs sous-systèmes dans le jeu, de jeu dans le jeu, des petits jeux à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire un système dédié pour la matrice, un système évidemment
pour les combats, qui se voulait assez dynamique, mais qui est quand même, on va dire, assez on va dire, lourd à mettre en œuvre. Un système évidemment dédié à la magie, et un système également pour les poursuites et tout ce qui est, on va dire, ce qu'on appelle le rigging, c'est-à-dire les combats de véhicules avec des pilotes, on va dire, qui ont la capacité de diriger leur véhicule par la pensée. Voilà, ce qu'on appelle en français l'interfacé. Donc ça en fait un jeu, on va dire, qui demande beaucoup d'investissement de la part du MJ et qui demande également de la part des joueurs, on va dire, de connaître, on va dire, son propre système, son sous-système, pour pouvoir, on va dire, le jouer de manière assez fluide. Sachant qu'évidemment, comme dans un peu tous les jeux cyberpunk, au départ en tout cas, pour les premières éditions, eh bien, le système matriciel, on le zappait hein, purement et simplement parce que justement, eh bien, il était trop difficile à mettre en œuvre et il mettait, on va dire, le d'équerre à l'écart pendant que les autres faisaient les actions en physique, et il mettait, on va dire, les autres à l'écart pendant que le d'équerre, lui, faisait ses propres petites magouilles dans la matrice. Voilà. Donc ça, c'est déjà un jeu, on va dire, qui, à cause de cela, fait peur, a beaucoup clivé, hein, on va dire. Il y a vraiment les anti-Shadowrun qui disent que, de toute façon, voilà, moi jamais je ne pourrais maîtriser ce jeu, le background m'intéresse, mais son système de jeu est tellement, on va dire, imbouffable, et je pèse mes mots, que jamais j'ai pu m'y mettre. Et pourtant, moi, je vais essayer quand même de vous dire qu'il en vaut la peine. J'ai réussi, pour ma part, puisque je maîtrise ce jeu depuis, on va dire, au moins 25 ans, vous prouver, on va dire, que c'est possible et de faire des choses vraiment magnifiques avec ce jeu, parce que justement, son point, on va dire, le plus positif, le plus, on va dire, à mettre en avant, c'est évidemment son univers, mais c'est son système. On peut s'en dépêtrer si, on va dire, on met un petit peu le frein et on fait quelques petits aménagements. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que, à l'heure actuelle, je maîtrise toujours en système deuxième, troisième édition. J'ai fait un petit mix. J'ai repris, on va dire, la plupart des éléments pour ce qui est, on va dire, de la liste des compétences, qui a été quand même assez simplifié de la troisième édition, et je joue avec le système de magie de la deuxième édition que je trouve beaucoup plus intéressant. Voilà. Pour ce qui est du système matrice, j'ai trouvé un supplément, je vous le montrerai, qui permet justement de jouer le système matrice en version simplifiée. Pour, on va dire, les poursuites, pareil. Il y a un système simplifié qui existe. Et voilà, bon, après on fait sa sauce, on fait sa soupe, et on s'en sort. Et ça nous permet de nous concentrer sur la chose essentielle, c'est-à-dire l'histoire. Et c'est ça qui fait l'intérêt des jeux cyberpunk, et justement de Shadowrun. C'est un jeu, on va dire, qu'on peut jouer au premier niveau. Au niveau, on va dire, on va faire des missions, on va faire des runs, où souvent, on va dire, on va se faire avoir par son employeur. C'est un grand classique, on va dire, c'est un peu dans l'ADN des jeux cyberpunk. Et également, après, monter de niveau, aller dans des intrigues plus personnelles, ce qui arrive assez souvent, on va dire, plus loin, on va dire, dans la campagne, jusqu'à on va dire, démêler des intrigues, des méta-intrigues qui ont lien avec l'univers et qui, on va dire, permettent de montrer toute la richesse du jeu. Voilà. Donc, alors, commençons par le menu. Oui, c'est vrai que j'ai oublié également un petit point quand même nécessaire sur l'univers de jeu. Donc l'univers de jeu se base tout simplement sur un postulat assez, assez intéressant, assez ambitieux, qui était très dans l'air du temps à l'époque. On pensait, on va dire, aux années 2000, on pensait un peu à la fin des temps, à l'apocalypse. Et donc l'univers de Shadowrun commence en fait en 2012, date, on va dire, qui est liée au calendrier aztèque, maya, enfin au calendrier en tout cas des civilisations précolombiennes, qui indiquait, on va dire, la fin du monde d'une certaine manière, mais en fait non, c'était plutôt un changement de cycle. Et donc Shadowrun, eh ben, en 2012, c'est le début de ce qu'on appelle le sixième monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que le monde de Shadowrun s'appelle le sixième monde. Et à partir de là, eh bien, le sixième monde indique un nouveau cycle, et donc le retour de la magie. Donc c'est expliqué de manière très crédible dans l'univers. Il y a, voilà, c'est un cycle magique qui se perpétue depuis des millénaires, depuis voilà, des éons.
Et là, la magie revient. Et bah, qu'est-ce qui va se passer dans notre monde moderne, dans notre monde, on va dire, technologique, si on imagine que si, en fait, la magie revenait demain. Donc à partir de 2012, la magie revient petit à petit, les premiers dragons commencent à apparaître, et en 2021, ce qu'on appelle donc les EGI, les expressions génétiques inexpliquées, les métaraces commencent à apparaître, donc les nains, les elfes, les trolls et les orques, ainsi que plein d'autres sous-races, sous-types, on va dire émergents, petit à petit dans les années 2060. Voilà, ça c'est vraiment plus, on va dire, c'est fonction en fait justement du niveau de magie. C'est-à-dire que même en plus, ils avaient pensé, plus le niveau de magie en fait augmente, plus évidemment les capacités magiques possibles ainsi que les peuples magiques existants eh ben, commencent à apparaître. Et bah, ça, ils l'ont très clairement, on va dire, mis dans le background. Donc évidemment, le retour de la magie va entraîner des bouleversements, en particulier eh bien, les traditions, les cultures traditionnelles, les ethnies traditionnelles qui avaient, on va dire, cette forte approche, cette forte, on va dire, ce très fort lien avec la magie, vont l'utiliser pour se libérer. Et c'est ainsi que tout le nord des États-Unis, puisque le background de base propose évidemment de jouer dans la mythique Seattle, qui est vraiment on va dire le point d'ancrage incontournable pour jouer à Shadowrun. En effet, voilà, c'est Seattle qui est proposé, même s'il y en a plein d'autres qui vous sont proposés après, j'y reviendrai. Et donc, le nord des États-Unis, voilà, c'est la guerre magique, ce qu'on appelle la grande danse fantôme, qui permet à tous les peuples amérindiens et aux peuples métamagiques naissants de se libérer du joug, on va dire, des États-Unis et de l'homme blanc. Et voilà, c'était déjà une thématique qui était, excusez-moi, qui était, on va dire, très en vogue, très en marche déjà à l'époque. Comme on peut voir, ils étaient plutôt précurseurs. Et donc, ils arrivent à se libérer, donc ça leur permet de reformer en fait des nations, des territoires en fonction de leurs ethnies, de leurs tribus, de leur culture tribale. Et bah, il ne reste plus qu'une portion, on va dire, des États-Unis qu'on appelle les UCAS, qui d'ailleurs va se séparer également en deux entités, les CAS et les UCAS, donc United Canadian American States pour les États dits du Nord, et les CAS, les Confederated American States, pour les États du Sud, ainsi que, on va dire, voilà, les UCAS rassemblent aussi quelques États du Canada qui ont réussi à subsister, avec le Québec qui, lui, est libre, évidemment. Ah bah, même dans Shadowrun, on n'a pas pu s'en empêcher. Et voilà, donc ça c'est pour, on va dire, le background de base de l'Amérique du Nord. Et bah, Seattle, c'est une particularité, c'est une enclave en fait, qui a été concédée et qui en fait une ville vraiment particulière, puisque comme elle est séparée des UCA par, on va dire, un bandeau de nations amérindiennes, je vais d'ailleurs vous montrer la carte du Nord, la carte de l'Amérique du Nord de l'époque. Voilà. Comment de nouveau ça s'est morcelé et ça s'est mis en place donc dans les années donc c'est dans les années 2030-2040 hein, jusqu'au traité de Denver 2039 si mes souvenirs sont bons ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est un petit peu avant, mais bon, sur les dates, excusez-moi, ça va peut-être me revenir, mais j'ai parfois un trou de mémoire. Voilà. 2029, ça c'est une date assez importante puisque c'est la crise, je vais y revenir. Donc, voilà, ça se met en place de cette manière, et ben, c'est un nouveau monde en fait qui se met en place, déjà à cause de la résurgence de la magie, mais également parce que on va dire le tissu politique évolue également. C'est la création petit à petit des corporations, des méga corporations. Donc là, bah, quand on joue dans les premières moutures, c'est 8 corporations, puis 10. Voilà, ce qu'on appelle les triple A, qui sont les plus grandes corporations mondiales qui gouvernent purement et simplement, qui président à la destinée du monde, qui forment d'ailleurs un conseil corporatiste qui rend ses décisions et gère ses petites affaires entre eux,
on va dire comme des grands, comme un club un peu privé, voilà, c'est le club de Davos mais en pire. Euh, mais c'est vraiment ça, puisque là, il dirige vraiment le monde. Donc voilà, ça c'est l'aspect politique. Donc après, il y a évidemment plein de petites choses supplémentaires. Donc en 2029, je le disais, une très très grande crise, ce qu'on appelle, on va dire, le premier crash matriciel, où donc un virus est libéré à l'intérieur de la matrice et ça met toute la matrice en rideau. Et donc là, évidemment, un groupe de gens qui aura après dans la méta-intrigue de Shadowrun énormément d'importance, va réussir à combattre ce virus. Certains vont y laisser leur peau, d'autres vont survivre pour créer, on va dire, des corporations ou fomenter, on va dire, quelques conspirations bien senties euh, qui vont encore perdurer dans les, excusez-moi, dans les, dans les éditions, on va dire, les plus récentes. Hein, ça a des répercussions pendant des années. Et voilà, et donc on rebâtit le monde sur une nouvelle matrice, donc avec une très très grosse perte de technologie, ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans les premières éditions, ayant perdu, on va dire, pas mal de savoir technologique, la matrice étant câblée, alors que petit à petit la matrice évolue, il redécouvre la technologie, et c'est à partir de la quatrième édition qu'il redécouvre en fait la possibilité justement de pirater la matrice en Wi-Fi, en réalité augmentée. Voilà, donc en fait, le jeu a évolué, et c'est ça qui est assez rigolo, en même temps que les possibilités technologiques de notre monde réel évoluaient elles-mêmes, et donc ça a donné cela, ça a donné donc une matrice dans la première, deuxième et troisième édition qui était uniquement en câble, et donc expliquée, on va dire, très justement à l'intérieur du livre, dans le background. Et c'est plutôt, on va dire, plutôt malin. Et oui, il fallait s'adapter à son temps. Et donc, on a mis du temps avant dans Shadowrun d'avoir justement la matrice en Wi-Fi. Ce qui offre, évidemment, j'y reviendrai, beaucoup plus de fluidité également en termes ludiques. Voilà, donc ça c'est pour l'univers. Donc là, quand on commence, on est en 2050, on est généralement à Seattle, on est pas grand chose. On est un Shadowrunner, on est un mercenaire, plus ou moins, on va dire, câblé jusqu'aux os, jusqu'aux oreilles. On est un magicien, un chaman, on est, on va dire, un rigueur, un pilote de véhicule, un interfacé. Voilà, ça c'est les principaux archétypes qui vous sont proposés. Le d'équerre, évidemment. On peut jouer également à un pirate informatique. Décidément, je m'en sortirai pas ce matin. Et donc, on va former un groupe qui va réaliser des missions pour le compte justement des corporations, ou souvent notre intermédiaire, celui qu'on appelle le Monsieur Johnson. Évidemment, on ne connaît pas le nom de son intermédiaire, donc on lui donne un nom générique, le Monsieur Johnson, Madame Johnson, si vous préférez. Et on va réaliser des missions et essayer de survivre, essayer de tirer son épingle du jeu, essayer de gagner de l'argent et essayer le, le mieux possible, on va dire, de s'en sortir, de sortir la tête, de devenir une légende dans la rue, voire même peut-être pour certains, puisque c'était l'objet de mes campagnes, créer une corporation, créer un groupe, créer un mouvement politique, un mouvement, on va dire, armé avec des idées, on va dire, une idéologie très marquée pour défendre les méta-humains, essayer de changer les choses, de combattre les corporations. Toutes les choses en fait sont possibles en partant de ce degré zéro qui est vraiment voilà, la mission où on est un peu un Kleenex, hein, vraiment un mouchoir jetable qui est on va dire embarqué dans les intrigues les plus sordides, les plus abominables pour beaucoup, ayant attrait justement à ce mélange de technologie et de magie, de politique corporatiste qui mène, on va dire, aux choses les plus abominables et à toute cette magie qui va donner un côté un peu plus, on va dire, mystique, un peu plus mystérieux, mais qui a aussi évidemment sa part de, on va dire, de capitalisme, puisque même la magie, on va dire, est vendue comme n'importe quel produit sur le marché. Voilà. Donc, maintenant je vais pouvoir vous présenter la gamme. Alors, la première édition de Shadowrun de 89, donc ça c'est la VO. Donc on insère la fameuse carte du centre-ville de Seattle avec
sa légende, donc et déjà tous les lieux, les lieux mythiques. Voilà, comme le Renraku Archaeology, qui est toute une histoire en fait là-dedans. Vous voyez, avec des illustrations plutôt sympathiques, un style quand même assez particulier. Donc là, on nous présente le monde jusqu'en 2030. Donc la partie monde dans la première édition est très très réduite. On avait beaucoup plus un système, voilà, avec des explications sur les différentes races justement d'humains et de méta-humains. Donc on avait de quoi créer son personnage. On avait par contre des archétypes extrêmement bien faits, je trouve. Par exemple, voilà, ça c'était les archétypes des magiciens, des chamans. On avait la possibilité d'ailleurs de choisir son orientation magique, donc choisir une orientation de sort, qui était plutôt bien vue. Voilà, le Street Samurai également, très, très légendaire si je puis dire, personnage. On pouvait donc jouer ces archétypes, ils étaient prêts à l'emploi. Et après, alors on avait un système de jeu qui n'a quasiment pas changé, on va dire, depuis la première édition, donc à base de D6, où on lançait des dés à 6 faces pour battre cette fois-ci une difficulté. C'était des jets ouverts, hein. C'est-à-dire que quand on faisait 6, on relançait et on ajoutait en fait au résultat du précédent dé jusqu'à ce qu'on ne relance plus en fait. Et donc on avait des difficultés qui allaient souvent, on va dire, de 4, c'était la difficulté de base, jusqu'à, ça pouvait aller 10, 12, pour certaines actions extrêmement compliquées, ça pouvait aller jusque là, surtout les actions matricielles en fait, hein, qui demandaient justement d'avoir, d'être très très bien pourvu en matériel et donc en brouette de dés pour pouvoir faire son office. C'était donc un système vraiment assez balbutiement, que ce soit au niveau on va dire de tous ces sous-systèmes, donc la magie, le combat, les poursuites, l'interface. On avait tous ces sous-systèmes qui étaient déjà là, mais voilà, il y avait beaucoup, on va dire, de réserves de dés différentes qui ont été rassemblées en réserves uniques dans les éditions suivantes. Tout était, on va dire, encore très succinct au niveau des descriptions, que ce soit des sorts, l'équipement. Donc l'équipement, on avait déjà tout l'équipement mythique à l'époque. La cybernétique, voilà. Il y avait des illustrations qui étaient plutôt bien vues, hein, pour l'époque, qui font très dater à l'heure actuelle. Voilà, les véhicules, par exemple. Mais bon, beaucoup de ces dessins ont été repris dans les éditions suivantes. Donc voilà, c'était un... Ça c'est la feuille de personnage, qui était pas très jolie, hein. Franchement. Mais bon, moi je n'y ai jamais joué à la première édition, enfin si peut-être une fois, avec un vieux maître du jeu, mais franchement, vous pouvez l'oublier celle-ci. Elle n'était pas fameuse. Mais bon, c'est un jeu qui était à ses débuts, hein. On pouvait lui pardonner, en tout cas, voilà, l'idée était là, elle était placée. Il y avait eu donc deux suppléments, donc celui-ci en français, le mythique guide du samouraï des rues, donc qui présentait énormément de matériel, d'armes, de cybernétique, voilà, minigun, fusil d'assaut, il y en avait pour tous les goûts. Euh, les blindés anti-émeute, les différents appareils, ce qu'on appelait les headwear, voilà, la cybernétique liée, on va dire, à tout ce qui est, on va dire, compétences cérébrales et directement liées à votre cerveau. Voilà. Il y avait de nouveaux archétypes également. Donc, par exemple, voilà, des archétypes de samouraï des rues, nains, orques, trolls. Samouraï des rues troll, assez mythique. Il y a des gens qui étaient très intéressés, ils ont été repris après, hein, dans certains suppléments. Donc voilà, c'était un supplément mythique. La couverture, moi je l'ai toujours trouvé super classe. Ce pauvre samouraï des rues qui va se faire attaquer par des ghouls. Bah oui, c'est aussi ça le quotidien du samouraï des rues, c'est survivre à tout. Voilà. Ensuite, une campagne mythique mercuriale. Donc d'ailleurs, voilà, je porte le t-shirt
parce que je suis un grand fan de cet artiste qui n'existe malheureusement que dans l'univers de Shadowrun, mais qui mériterait d'exister en vrai. Donc le premier scénario, la première mini-campagne même qui avait été éditée, moi je la trouve pas mal, je l'ai joué il y a pas très longtemps, très, très remanié, soit dit en passant, en tout cas au niveau du système de jeu on n'avait pas trop le choix. Voilà, par exemple les PNJ qui vous étaient proposés. Euh, et donc c'était sous couvert en fait de protéger justement une star du rock, Maria Mercurial, qui est en tournée à Seattle, dans une salle mythique, donc l'Underworld 93. Et avec ce postulat de base, vous étiez embarqué dans une terrible histoire, voilà, avec une, euh, une artiste particulièrement torturée, qui avait d'énormes problèmes psychologiques. Une illustration de Maria Mercurial. Personnage qui va revenir et qui existe encore, hein, on va dire, dans les éditions suivantes. C'est vraiment un personnage légendaire, hein, du jeu. Donc une campagne, au niveau de tout ce qui est technique, il faut tout refaire évidemment puisque c'est pas et c'est lié également pardon, à une époque. Donc, mais il y a possibilité si vous êtes, on va dire, si vous êtes courageux, de pouvoir le proposer, proposer cette campagne qui pour moi on va dire vaut quand même le coup même si elle est quand même très datée, hein. Voilà, on sent on va dire qu'on était également au début de la manière dont il rédigeait et dont il proposait les scénarios pour Shadowrun. L'écran, donc ça c'est la version anglaise de l'écran première édition. Voilà, je vous montre juste à titre d'exemple. C'est c'est ce qu'il y avait en fait pour la gamme de la première édition, en tout cas en VF. Car il y avait eu quelques suppléments également pour la première édition, mais j'y reviendrai quand je ferai une présentation des suppléments justement de la première, deuxième et troisième édition, parce que je les ai classés plus par thématique, plus que par édition, c'est quand même beaucoup plus facile à vous présenter. Après, donc on a eu la chance, quelques années plus tard, donc en 93, traduite à l'époque par Jeu des cartes. La première édition, elle, avait été traduite par une petite maison d'édition de l'époque. Je crois que c'était Hexagonal. Oui, je ne dis pas de bêtises. Petite maison d'édition, devrais-je dire. Oui, c'était Hexagonal, tout à fait. C'était un euphémisme, évidemment. Mais donc Hexagonal s'était tenté à traduire la première édition, mais c'est Descartes qui avait repris la licence après pour nous faire ceci. Donc en 93, la deuxième édition de Shadowrun, celle-ci donc en VF. Donc là, on a une description du background beaucoup plus fournie, même si ça reste encore très 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 succinct dans le livre de base. Donc on a le background plus à la fin du livre la description des territoires donc du nord-ouest. Voilà, avec la carte à la fin. Comme je vous ai montré. Donc là, on revoit complètement le système de jeu refondu, beaucoup plus simple que la première édition à manier. Mais bon, on sent déjà qu'on arrive dans l'usine à gaz, hein. Faut quand même pas se leurrer. Donc voilà les archétypes donc, des Decker, le Decker Elf, le fameux garde du corps et l'interfacé. Donc là, à partir de là, donc, vous voyez le fameux arbre qu'on utilisait à l'époque, l'arbre des compétences, pour savoir si on n'avait pas la compétence, quelle était la difficulté de notre action, hein, en fonction du nombre de petits points qu'on comptait entre notre attribut ou notre compétence par défaut et l'action. C'était très malin, mais bon, c'était quand même pas non plus, c'était pas le plus intuitif et le plus simple, hein. Mais bon, au moins ça avait le mérite d'exister. Voilà, la magie, donc la description plus précise des totems et les avantages que ça nous donnait. De belles illustrations, des encarts illustrations en couleur. Voilà, pour donner un peu le style de l'univers. C'était plutôt bien vu. Moi j'aimais surtout, c'était les illustrations des méta-créatures. Voilà,
le basilic et, la cocatrice. Non, c'était bien vu. Voilà, la licorne et le kraken. Donc voilà, le Sasquatch et le Londin, enfin le Triton. Le fameux Wendigo qui a fait peur à beaucoup de tables de jeu. Bon, franchement, vous le rencontriez pas. Voilà, c'est si vous sortiez de Seattle seulement que vous aviez peut-être pas de bol et que vous pouviez le rencontrer sur votre chemin. Et là, généralement, c'était TPK comme on dit, hein, Total Player Kill. Là, tout le groupe y passait. C'était à peu près sûr. Pourquoi bah, ils n'ont jamais rencontré ce genre de choses à ma table, valait peut-être mieux pas. Peut-être une fois, et bon, c'était. Bon, j'y reviendrai dans le BG. Donc il y avait eu en français l'écran avec le livret d'archétypes et contacts, qui était une reprise en fait d'un supplément de la première édition. Donc voilà. Ça c'était très très utile. Vous aviez besoin d'un PNJ en cours de jeu. Vous ouvriez ça et hop, vous aviez ce qu'il faut. Même pour ce qui est des PJ, puisque les PJ avaient tous des contacts de base dans leur, quand ils commençaient le jeu. Et donc ben, vous pouviez avoir accès à cela. Il y avait une nouvelle fiche de personnage pour le décaire. Et également, alors où sont-ils? Ils étaient au début. Voilà les archétypes que je vous montrais dans le guide du samouraï des rues de la première édition. Revu et corrigé pour le système de deuxième édition. Bon, il n'y avait pas grand chose à retoucher, hein, il y avait juste quelques réserves de dés et les codes de dégâts des armes qui avaient été simplifiés parce que c'était un peu lourdingue, on va dire. Il y avait également, j'ai oublié de vous montrer, des feuilles d'aide de jeu très pratiques. Moi, je les utilise encore maintenant aujourd'hui. Alors, il y avait voilà, une feuille d'aide de jeu pour la matrice et une feuille d'aide de jeu pour les esprits et les élémentaires à invoquer. Ça, je l'utilise toujours. C'est très pratique. C'est génial. Moi, en tout cas, je m'en suis jamais passé et franchement, en tant que maître du jeu, ça permet de, de toujours avoir les données sous la main. Et c'est plutôt pas mal. Donc après les guides indispensables, le guide de Seattle, voilà, celui-là, surtout cette édition-là, c'est la meilleure qui, je pense, a été faite jusqu'à ce jour du guide de Seattle. Bon, la ville est décrite en 2050 parce que bah, le guide date de la première édition. Oui, oui, il est sorti pour la première édition, mais il est paru pour la deuxième. Donc, ils ont un peu ajusté au niveau de la chronologie. Il y a en plus une carte plus détaillée encore. Je vais essayer de vous montrer sans abîmer la reliure, parce que les reliures sont très fragiles. Voilà, la fameuse carte qui était dans la première édition a été revue et refaite du centre-ville. Voilà, avec le gros carré blanc que vous voyez là, c'est justement le Renraku Archaeology. Donc, des suppléments divers et variés. Donc les chiens de guerre que moi j'utilise, bon, c'est plein de petites options de règles. C'est si vous voulez. Et surtout, il y a à la fin le résumé de tout le matériel disponible dans à peu près tous les suppléments. Voilà, c'est des tables. Et c'est super pratique en tant que MJ. Vous avez besoin de dire, voilà, le PJ, le joueur veut vous acheter telle ou telle chose. Tout est décrit là-dedans par le menu avec les prix. Bon, c'est les prix évidemment en 2050-53. Voilà, mais bon, c'est vraiment très très précieux, ça aide beaucoup. Le grimoire, donc ça c'est la deuxième édition du grimoire, avec pareil plein d'options magiques, plein de sorts supplémentaires. Les règles surtout très importantes d'initiation à la magie. Voilà, pour votre. Bah, c'était un peu la carotte, hein, c'était l'esprit quand on montait un personnage magicien, c'est que bah, on avait la possibilité de s'initier, d'acquérir des nouvelles capacités et donc de devenir beaucoup plus puissant tout en même temps. Bah, soit on choisissait, on va dire, de le faire à l'intérieur d'un groupe magique, en acceptant, on va dire, des serments, ce qu'on appelle des geas, c'est-à-dire des serments qui nous obligent, on va dire, à tenir notre parole, à avoir un certain code d'honneur, certains principes de vie qui étaient liés, on va dire, à ce serment magique et qui nous permettaient d'obtenir certes des pouvoirs, mais d'avoir également des devoirs. Alors, dans les suppléments hein, très datés, celui-là aussi daté de la première édition, mais il a été édité pour la deuxième, Shadowtech,
qui décrit donc là, en plus de cybernétique supplémentaire, à foison, le BioWare, qui est, on va dire, enfin à l'époque en tout cas, c'était le moyen pour vos personnages joueurs de cheater encore plus leur perso. Donc fallait y mettre le frein mollo. Bon, il y a quand même, on va dire, des limites hein, qui sont prévues dans le système de jeu. Il y avait un système de body index, c'est-à-dire que en fonction de votre valeur de constitution et pas d'essence, puisque la cybernétique fait perdre votre essence, c'est-à-dire votre lien le lien que vous avez entre votre âme et votre corps. Donc évidemment les magiciens eux ne peuvent pas se le permettre parce que plus ils perdent d'essence, plus ils perdent de capacité magique et on devient ce qu'on appelle un mage grillé. Donc incapable de faire de la magie sans risquer de se faire très très mal et même de se tuer. Hein. On peut se tuer avec un sort puisque là le choc en retour des sorts devient on va dire des blessures physiques. Là on avait donc le BioWare qui lui était basé sur ce qu'on appelait le body index. C'est-à-dire le body index c'est votre constitution qui est en quelque sorte la limite de votre de ce que votre personnage décidément au jeu ce matin c'est n'importe quoi de la limite de ce que votre personnage peut supporter comme, BioWare. Voilà. Le réalité virtuelle, donc là il y en a eu plusieurs, il y en a eu trois versions, donc ça c'est la deuxième, parue en français, où donc vous aviez toutes les règles sur la matrice, les nouveaux programmes, comment les créer, etc. Voilà, si vraiment vous vouliez vous y mettre à fond, c'était. Mais bon, moi j'ai jamais trouvé ça d'un très très grand intérêt. Après, donc il y avait des guides très intéressants pour décrire des, des parties de l'Amérique du Nord. Le guide néo-anarchiste, qui lui s'attachait à vous décrire des villes. Voilà, donc il y avait le Québec, les UCAS, plein les concepts également de néo-anarchie hein, qui vous étaient décrits. Les États libres de Californie, voilà, les États américains confédérés, la ville de Denver, qui était déjà, on va dire, pressentie là-dedans, mais il y a eu bien mieux depuis. Un peu également envers les nations américaines d'origine, le Tirtengir, mais bon, là c'est pas dans ce supplément-là, c'est dans le supplément d'après, mais il l'indique ici et dans le sommaire, mais ils vous le décrivent pas, ce qui est assez rigolo. Bon, en tout cas, il y avait de quoi faire pour changer un peu de cadre si vous le souhaitiez. Et donc, tout ce qui concernait justement les nations américaines d'origine et tout le reste, c'était dans deux autres suppléments. Donc, il y avait les nations américaines d'origine. Alors, c'est vraiment des suppléments très très riches, très intéressants. Très dur par contre à mettre en place dans un scénario. Y jouer en tant que Shadowrunner, c'est quasiment impossible, soit dans le Tirtengir, qui est pourtant un supplément formidable. Hein. Mais jouer des Shadowrunners dans le Tirtengir, si vous n'êtes pas elfe, vous n'avez pas énormément d'appui, de contact, voilà. Et en plus, vous avez vraiment la description d'un état totalitaire, euh, voilà, qui prône une race supérieure qui est la race elfique, qui est quand même du plus bel effet, mais qui est également, on va dire, très malaisant, je trouve, puisqu'on voit à quel point ils mettent même les autres métaraces en esclavage. Mais bon, voilà. Ça reste très, très enrichissant pour y créer des scénarios, mais pas pour y jouer à l'intérieur. Tout comme d'ailleurs les nations américaines d'origine, où donc elles sont toutes décrites. Hein. Donc que ce soit le Conseil Salishi, qui est on va dire l'État qui est tout autour de Seattle, donc avec qui on peut avoir des interactions. Donc c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe. Il y a également donc les nations Sioux, le Conseil corporatif Pueblo, les nations UT, le Conseil algonquin Manitou, le Conseil athabascan, les nations transpolaires Aleut, les nations Tsimshian, tout y est vraiment, et puis il y a un scénario. Voilà. Parce qu'à l'époque, en VO, il était en 2 tomes, et les 2 tomes, il y avait un scénario qui était avec, donc là ils l'ont fait en un seul tome avec seulement un seul scénario, et le deuxième scénario qui était dans le volume 2, ils l'ont fait paraître de manière indépendante. C'est pour ça. Voilà, donc ça c'est pour les suppléments de description de contexte. Ah, j'en ai oublié un, évidemment. Comme il y avait le Tirtengir, donc qui est l'état elfique suprémaciste
d'Amérique du Nord, il y a également la description du Tirnanog, qui correspond en fait à l'Irlande. C'est l'Irlande merveilleuse, l'Irlande mythique. Pareil, hein, c'est inextricable. Il y a des choses très intéressantes en termes de règles, voilà, des voies druidiques, ce genre de choses, des voies elfiques, magiques, qui sont et tout un contexte qui est bien fichu, hein. Le seul problème, c'est que d'y envoyer ces PJ, c'est même pas la peine, quoi. Ils vont se sentir un peu seuls, hein. Et supplément de création française à l'époque, le supplément France, on a beaucoup décrié. Voilà, c'était un boulot du très grand Philippe Tessier. Moi, c'est un supplément que j'aime beaucoup. Ça m'a permis pendant de nombreuses années de faire jouer justement sur, des scénarios en France. Le contexte était vraiment très particulier. C'était vraiment une création française qui n'a d'ailleurs pas été vraiment reconnue comme étant officielle par la gamme. On y fait référence, hein, à la France dans pas mal d'autres suppléments. Mais depuis, le supplément a été un peu on va dire, mis sous le tapis. On a repris quelques éléments, on en a changé pas mal. Voilà, donc ce que vous trouverez par exemple dans les éditions récentes, voilà, ce qu'a fait paraître Black Book il n'y a pas très très longtemps sur justement Paris et la France, ça fait pas énormément référence, hein. Ils sont plutôt basés sur les éléments officiels qui étaient dans la gamme anglaise. Mais moi je trouve que ça reste un supplément intéressant. Il y a à boire et à manger, hein. Il y a vraiment des trucs très intéressants, mais des trucs très très bizarres. Euh, Moi je pense que ça vaut quand même le coup. Il peut être trouvé à vraiment pas cher. Si vous voulez changer de cadre, jouer, donc là c'est pour jouer en 2053, hein. C'est quand même un supplément, je trouve, qui a plutôt de l'intérêt. Était paru également en français. Alors il y avait eu un tome, je vous le montrerai juste après. Là c'est les méta-créatures européennes. Donc là c'est description uniquement de créatures. C'est vraiment pour l'anecdote, hein. Franchement, c'est c'est pas d'un très très grand intérêt en jeu parce que vous n'allez pas rencontrer des méta-créatures tous les jours. Les illustrations sont pas extraordinaires à l'intérieur, hein. Franchement, voilà, c'est certaines piquent un peu d'ailleurs. Voilà, ça permet quand même de créer, on va dire, des petits scénarios en utilisant le background de certains de ces éléments. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc si vous pouvez retrouver ces suppléments de la deuxième édition, enfin qui étaient prévus pour la deuxième édition, n'hésitez pas. Moi je vous conseillerais toujours de toute façon la deuxième et la troisième édition de Shadowrun, parce que même si elles sont datées, je trouve qu'il y avait un... Moi c'est un peu ma Madeleine de Proust, c'est mon instant nostalgie. C'est vraiment, je pense, la, la gamme, en tout cas pour le jeu, qui m'a toujours le plus inspiré, même si ce qu'ils ont fait après pour le reste des éditions, à la quatrième, cinquième et sixième, est très bon aussi, hein. Mais celle-ci, voilà, il y avait déjà tous les prémices de ce qu'allait faire la qualité de l'univers de Shadowrun. Tous les jalons, tous les piliers étaient déjà jetés. Alors, le reste, la troisième édition. Donc là, je vous montre très vite la troisième édition en VO. Donc ça, elle était à couverture souple, hein, dans cette édition-là. Ah, là, ça me fait penser d'ailleurs. J'ai oublié la troisième édition. Il va falloir que j'aille la rechercher dans la bibliothèque dans un instant. Donc le Seattle Sourcebook, voilà, en VO, parce que j'ai quelques suppléments que j'avais également en VO. Le London Sourcebook, pareil, on nous offre un cadre, le cadre londonien. Donc celui-là, il n'a jamais été traduit, hein. Eh ben, il est très très dur aussi parce que la restriction sur les armes est quand même tellement énorme que pour faire son métier de Shadowrunner, c'est quand même pas évident. La législation est quand même assez omniprésente et sur la magie, c'est également très restrictif et très surveillé. Donc c'est très très dur de faire une campagne, même si on peut faire des scénarios à Londres, ça ne permettra pas, on va dire, d'y jouer tout le temps, quoi. C'est vraiment trop compliqué. Alors le supplément qui était paru pour la première édition, voilà, Germany Sourcebook. Donc pareil, description de l'Allemagne. Moi je le trouve plutôt intéressant. J'y ai fait un petit peu jouer. Donc voilà, par exemple la pub pour la corporation mythique de Shadowrun allemande, dirigée par un dragon. Alors, le dragon Lofweir Salerkrupp.
Ah, il y avait plein de petites inserts comme ça et plein de photos même. Des photos qui n'étaient pas forcément du meilleur effet concernant. Ils avaient vraiment fait des photos live de publicité. Je vous montrerai pour d'autres suppléments. Là, c'était pour le London Sourcebook d'ailleurs. Oui, c'est sur celui-là où vous avez fait des photos qui étaient assez de mauvais goût, je dirais, pour certains. Voilà, pour celle-ci, pour j'allais dire l'Universal Brotherhood, oui, la confrérie universelle, qui était un peu une secte, une critique de la scientologie à l'intérieur du jeu. Voilà, il lançait quelques petites piques quand même comme ça, et c'est qui donnait lieu d'ailleurs à des scénarios plutôt intéressants. Justement, le scénario qui s'appelle Universal Brotherhood. Voilà. Le guide sur l'Aslan. Alors l'Aslan, c'est, on peut y jouer, mais à vos risques et périls, quoi. Parce que franchement, c'est le Mexique, hein, mais le Mexique en pire que ce qui existe aujourd'hui. Si, si, c'est possible. Et c'est plutôt pas mal. Il a été réédité après, je vous le remontrerai, dans des suppléments, on va dire, un peu légendaires par Black Book pour la quatrième édition. Et là, donc, c'est la première édition était parue pour la deuxième édition, justement. Donc, après, Tirnanog en VO, Bug Série, donc là, la description pour. Donc là, c'était pour encore pour la seconde édition de Chicago, cité donc des insectes, des esprits insectes, avec toute la méta qui est autour de cette ville, qui est assez intéressante, mais bon, c'est. Voilà, si vous voulez faire du Starship Trooper dans Shadowrun, voilà, bienvenue au club. C'est le supplément qu'il vous faut. Moi, j'ai fait un peu jouer pendant cette période-là, juste après que justement ils aient dans le background balancé la bombe pour détruire les insectes, parce qu'il y a des nids d'insectes qui ont fichu en l'air complètement tout le centre-ville. C'est pas mal, mais bon, ça fait vraiment une ambiance qui se démarque un peu trop de Shadowrun à mon goût. Donc le Neo-Anarchist Guide to Real Life, donc là c'est pour avoir des éléments, on va dire, sur la vie de tous les jours, un petit peu des Shadowrunners, comment survivre quand on est un anarchiste, etc. C'est pas d'un super grand intérêt. C'était paru pour la deuxième édition. Donc les États libres de Californie. California, Free States. Free State, d'ailleurs, il est au singulier, excusez-moi. Là, pareil, c'est un élément de BG qui est plus utilisable que tout le reste que je vous ai présenté. Où on joue vraiment en Californie, mais une Californie qui est dominée par les corpos. C'est intéressant, mais ça ne vaut pas, comment dire, certains autres suppléments. Rapidement, donc Cyber Pirates, donc là c'est la description des Caraïbes, on va dire des riggers qui pilotent des bateaux. Ça fait vraiment une ambiance pirate, hein. C'est très sympa. Ça c'était paru pour la troisième édition. C'est le contexte Caraïbes, je l'ai utilisé, il est plutôt sympathique, hein. Il y a vraiment de bonnes descriptions, c'est très sympa. Un supplément sur la Lone Star, donc là c'était vraiment possibilité de changer complètement radicalement de campagne. On jouait plus des runners, on jouait des policiers de la Lone Star, qui est donc la corporation qui s'occupe, qui a le contrat de sécurité à Seattle. En tout cas dans les trois premières éditions, ça va changer après. Et ça offre, on va dire, une perspective de jeu plutôt intéressante, je trouve. Je ne l'ai jamais testé, mais le supplément pour en faire des campagnes, une campagne Shadowrun vraiment particulière, c'est vraiment pas mal. Un supplément que j'aime beaucoup, le Corporate Shadowfires. Déjà la couverture, je la trouve magnifique. C'était devenu la, le, l'illustration de l'un de mes PJ. Donc là, la description des 8 grandes méga corpos avec par le menu voilà, une section couleurs où il présente donc chaque corporation avec leurs atouts, les domaines où ils excellent, avec un net rating à chaque fois, c'est-à-dire il y a un classement en fait des corporations. C'est plutôt sympathique, ça permet d'en apprendre vraiment beaucoup plus. Bon, c'est des données assez factuelles, hein, mais sur justement les corporations, le système corporatiste, voilà, le néolibéralisme poussé à l'extrême. Et donc la Zurich Orbital, donc la station spatiale qui permet à de très riches corpos d'aller s'y réfugier pour être. C'est une sorte de maison de retraite en fait pour corporatistes très très riches. C'était plutôt sympa. Et il y a également une description donc du conseil corporatiste. Voilà.
de la cour, ce qu'ils appellent la haute cour corpo, qui a une très très grosse incidence. Alors je passe, parce qu'il y a énormément de suppléments. Corporate Security, donc là, un supplément uniquement sur des systèmes de sécurité. En clair, c'est un supplément pour remettre des pièges dans le pied de vos PJ et également de leur donner du matos pour essayer de, on va dire, de contrer ces pièges. C'est pas mal. Mais c'est assez anecdotique, hein, on peut très largement s'en passer. Après, par le menu, donc les seuls scénarios que je vous présenterai, j'en ai pas acheté beaucoup parce qu'il y a eu pléthore de scénarios, mais je les trouve globalement très moyens, voire même pas très bons dans la plupart des cas. Par contre, évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous présenter la mythique campagne Harlequin. Elle est, voilà, c'est à jouer au moins une fois dans votre vie. Elle a été rééditée en français pour la 4ème édition. Pareil. Donc moi je ne l'ai pas racheté hein, puisque je l'avais en VO déjà à l'époque. C'est plutôt intéressant. Et elle a été rééditée également avec sa suite, donc Harlequin's Back. Voilà, c'est très sympathique. C'est quand même une campagne assez particulière. Il faut vraiment que vos PJ aient l'idée, on va dire, d'entrer dedans au départ. Parce que sinon, on peut la foirer très facilement, juste parce qu'ils refusent de jouer le jeu quoi, et d'entrer dans l'aventure. Mais voilà, c'est mythique. Voilà, c'est par l'auteur du jeu, d'ailleurs, Tom Dowd, de l'époque. Et ça reste, on va dire, très intéressant pour justement jouer une campagne complètement différente de ce que vous avez l'habitude de jouer, mais qui est beaucoup plus basée, on va dire, sur l'aspect magique de Shadowrun. Un scénario que j'aime beaucoup aussi, Imago, donc du regretté Carl Sargent, parce qu'il y a eu beaucoup on va dire de suppléments mythiques qui ont été écrits par des auteurs qui nous ont quittés aujourd'hui. J'espère que je ne confonds pas avec un autre parce qu'il y en a beaucoup, donc c'est Tom Dowd et il y a eu, alors où est-ce qu'il, mais je crois que c'est bien lui hein, qui malheureusement nous a quittés, qui a été très très prolifique dans les années 80-90 sur pas mal de gammes de GDR. Et donc eh ben, un scénario pareil, c'est dur de déflorer le sujet. Mais si vous avez un scénario, il n'a jamais été traduit, hein, par contre celui-ci. S'il y a un scénario vraiment notable dans la gamme, c'est celui-là. C'est Imago qui offre vraiment, on va dire, une intrigue que je trouve super intéressante, bon, qui est basée sur une technologie un peu datée, donc il faudra peut-être, si vous la rejouez à l'époque moderne, parce que c'est possible, plus moderne en tout cas de Shadowrun, il faudra probablement un petit peu changer on va dire, les possibilités technologiques pour que ce soit plus crédible. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment une histoire très intéressante. J'en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir. Blood on the Boardroom. Donc là, c'était les premiers événements qui allaient modifier l'univers. Donc on a la crise en fait corporatiste de 2057 qui allait précipiter les changements qui allaient amener donc à la 3ème édition. Donc là, bah, comme son nom l'indique, hein, voilà, c'est la guerre corpo, hein, c'est la guerre. Voilà. Et bah, c'est une petite campagne. Donc là, il n'y a que les événements qui sont décrits. Donc c'est à vous après de le mettre en scène. C'est assez clair, hein, c'est facile. Et ça permet de jouer la transition justement avec le background de la 3ème édition. Un supplément également, voilà, le supplément donjon, si je puis dire, on avait un autre, mais celui-ci, donc c'est le Renraku Arcology. Donc pareil, il y a un petit souci au Renraku Arcology, le Renraku Arcology d'un coup d'un seul, bah, c'est plus accessible, il y a des gens prisonniers à l'intérieur, c'est le drame. Peut-être qu'il y a une histoire un peu d'IA là-dessous, à voir. Et donc voilà, si vous voulez jouer Shadowrun en mode cube, en mode on va dire surtout hack and slash, bah voilà, il faut ce supplément. C'est un des événements en fait de la campagne, enfin de la progression du background, qui avait été vraiment mis à l'honneur à travers ce petit supplément qui est un supplément transformer le Renraku Arcology en donjon en énorme donjon et emmenez-y vos PJ pour y faire le taf,
pour y faire le nettoyage. Un supplément très important, pas facile à trouver, surtout pas cher, le Dunkelzan's Secrets. C'est en fait le testament de Dunkelzan qui offre des possibilités de background et de scénario mais énormes, avec un événement qui est pareil, à répercussion dans la suite du BG. C'est la mort donc de Dunkelzan juste après son élection, donc du dragon Dunkelzan. Et son testament, quand il est ouvert, il offre plein de choses à plein de monde et ça fout une merde noire, bizarrement. Donc ça c'est, on va dire, le must du must si vous voulez vraiment vous mettre à fond dans la méta-intrigue. Essayez de le choper, ne serait-ce que même qu'en PDF si vous en avez l'occasion. Ça doit être trouvable, hein, je dis ça, je dis rien. Et franchement, vous pourrez faire des choses mémorables en utilisant D'ailleurs, ce supplément, il a encore des répercussions même dans les éditions actuelles de Shadowrun. Je le dis comme ça, comme je vous dis, il pose les jalons et après ça se décline petit à petit. Frets, ça c'est le premier volume. Le premier volume de Frets offre donc en fait des méta-intrigues justement. Les voilà, les fameuses. Moi j'en ai utilisé plusieurs là-dedans qui sont vraiment géniales. Donc c'est soit un PNJ, soit une organisation qui complote dans l'ombre. Winter Night par exemple, que j'ai vraiment utilisé, qui est génial. C'est une conspiration sur fond, on va dire, de mythologie nordique pour mettre en place le Ragnarok. La conspiration vampirique, pareil, c'est génial. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça. Voilà, la conspiration Atlante aussi, la conspiration des très vieux elfes. Comment est-ce possible? J'en dis pas plus. Un supplément pour la première édition, Sprawl Sites. C'est plein de plans, en fait, d'endroits. Donc là, décidément, plein de petites de plans. Donc là, c'était un poste de police. Vous avez vraiment énormément de choses. Ça peut être utile. C'est un supplément qui est trouvable pas cher parce que voilà, c'est pas le supplément le plus fameux de l'univers. Avec à chaque fois également des petites rencontres en fonction des thématiques. Et vous aviez déjà pour la première édition des archétypes supplémentaires. Donc la première version du bodyguard, les premières versions des archétypes qu'on avait après dans la deuxième édition. Voilà, ils étaient tous là-dedans en fait, ils ont été repris de là, plus tous les contacts qui sont dans le livret d'archétypes et contacts, en fait ils viennent de là. Après, Shadow It. Donc là, tout savoir sur le monde affreux des médias, de la musique, du showbiz, etc. Un supplément de contexte un peu daté, mais que je trouve moi super intéressant et qui m'a permis vraiment de créer en fait des thématiques sympathiques pour ma campagne, puisque j'avais à ma table un de mes personnages qui, en dehors d'être un commando d'élite du Tirtenjir, était aussi une chanteuse à succès. Oui, si, je vous jure, c'est possible. C'est ça aussi Shadowrun. Alors celui-là je vous l'ai déjà montré, donc ça c'est les versions anglaises de Field of Fire et du Street Samurai Catalogue. Shadowtech je passe. Donc il y avait également des suppléments, voilà, cybertechnologie, qui indiquent et qui nous font part en fait, juste avant le passage en troisième édition, de tout ce qui a évolué en termes de cybernétique en 2050, dans les années 2057. Et en particulier les cliniques Delta, et la fameuse cybermancie qui ouvre la porte à toutes les fenêtres, si je puis dire, et qui est vraiment pas. Voilà, c'est tout un pan qui vous permet de développer, on va dire, des scénarios très intéressants, je pense, sur ce thème de la cybermancie et des cliniques Delta. C'est-à-dire comment repousser la limite de la cybernétique en utilisant, on va dire, un peu de la magie pas très catholique, on va dire. La première édition du grimoire, voilà, il existait déjà en deuxième édition, donc la deuxième édition. Et on avait également voilà, le New Magic 2057, donc les nouvelles techniques magiques, qui juste avant en fait le passage en troisième édition, pour la deuxième, ils avaient rajouté plein de petites choses, des nouveaux sorts, vraiment plein de choses intéressantes. Voilà, la magie vaudou par exemple, elle était là-dedans. Il y avait à boire et à manger, mais c'était plutôt sympa. Les suppléments rigueur, justement. Donc il y avait le supplément rigueur première édition. Moi je le trouve toujours super sympa. Si vous arrivez à le trouver, voilà, il y a les descriptions, les visuels des véhicules
Ils les ont repris hein, depuis, ils ont rien inventé, hein. Franchement ils étaient déjà tellement en avance sur leur époque. Voilà, les drones, les bateaux, c'est toujours bien de savoir à quoi ressemblent les véhicules des PJ. Bah là ça leur permet, bon même si les illustrations sont pas fameuses, hein, je le reconnais moi-même, mais au moins c'est utile. Les drones justement aussi, les drones roulants, etc. Ça c'est bien pour le visuel avec toutes les caracs en première édition, donc il n'y a vraiment que les visuels qui vous seront utiles. Le Rigger 2, donc la même chose avec des règles supplémentaires pour justement le rigging. Donc là, ça commence à être la porte ouverte à toutes les fenêtres. On a tout le matériel pour pimper son véhicule de A à Z. C'est pire qu'un système dans le système, quoi. On est vraiment là dans la liste de courses, à ne pas savoir quoi en faire pour se faire le véhicule le plus cheaté de l'univers. Bon, ça coûte une fortune. Avec des règles supplémentaires et la description à la fin de tous les véhicules, hein. De tous les véhicules du jeu, il y a toutes les stats qui sont. Voilà, c'est un peu aride, hein. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui, à l'époque, étaient passionnés, on va dire, par le rigging. Et il y a la version 3ème édition. C'est le même que le 2ème édition, avec, on va dire, la refonte pour les règles de la 3ème. Sauf que là, en plus des stats des véhicules, il y a aussi leurs illustrations qui sont donc tirées du Rigger première édition. D'ailleurs, avec des petites vignettes, donc, et encore plus de matos pour augmenter son véhicule. Donc là, voilà, si vous voulez mettre un Terrible Laser sur votre véhicule, c'est possible. Si, si, je vous jure. Et enfin, dernière pile. Ah, décidément, il y en a des suppléments. Ah oui, bah, la vidéo va dépasser les 1 heure. Avec la description de l'univers, c'était logique. Le Virtual Reality, première édition. Donc, toutes les règles déjà à l'époque pour faire du rigging. Le Virtual Reality 2ème édition que je vous ai présenté. Le 3ème édition, je crois que je ne l'ai pas. Donc le Paranormal Animals of North America. Celui-là, c'était donc le premier tome avec plein de bébêtes nord-américaines pour voilà, offrir des sensations fortes à vos joueurs, parce que certaines, elles sont vraiment... ça pique, hein, ça fait mal. Voilà. Euh, une série très très intéressante, le Shadowrun Companion. Donc celui-là c'est pour la 2ème édition. Il y en a aussi pour la 3ème édition. Là des options, donc en particulier des avantages désavantages, puisqu'il y avait la possibilité dans le système de jeu de rajouter un système d'avantages désavantages, c'est-à-dire en fait vous aviez 7 points d'avantage compensés par 7 points de désavantage à prendre. À surveiller, hein, si vous utilisez ce système là, c'est un peu aussi la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et une option très intéressante qui était offerte là-dedans, que j'ai utilisée depuis, c'est il vous proposait des options de jeu, on va dire, pour changer du Shadowrun classique. Donc jouer justement des flics, elle était décrite là-dedans, et donc vous avez juste à utiliser le guide de la Lone Star pour avoir ce genre de choses. Et vous aviez également la possibilité de jouer un groupe de Dog Wagon. Alors Dog Wagon, qu'est-ce que c'est? C'est une corporation qui s'occupe de soigner, qui a des cliniques en fait, qui soignent les gens, mais qui se propose également qui propose un service pour aller les récupérer où qu'ils soient, quelle que soit la situation. Voilà, donc ils débarquent avec un véhicule volant rapide, une sorte d'ambulance blindée, avec des équipes à l'intérieur qui sont des gens qui sont prêts, on va dire, à en découdre pour récupérer leurs clients. Ils vous ramènent dans la clinique et là après ils vous envoient la facture pour payer les soins et votre récupération. Et croyez-moi, voilà. Et le contrat Dog Wagon justement, c'était l'équipement de base qu'il fallait acheter pour si vous vouliez espérer survivre dans le monde de Shadowrun en venant vous faire récupérer si vous étiez, on va dire, en mauvaise posture. Voilà, et que vous étiez même sur le carreau. Prime Runners, donc ça c'est un supplément pour la première édition, je crois, ou deuxième, avec des descriptions en fait de PNJ qui peuvent être vraiment plutôt intéressants à utiliser. Mais donc en système en système deuxième édition. Et c'est bien la 2ème édition, je vérifie, je ne me suis pas trompé. Voilà, c'était le premier supplément. Il y a eu depuis un autre supplément donc en 4ème édition sur les Shadowrunners légendaires, sur les légendes urbaines. Mais bon, celui-là, il y a des petites choses intéressantes à voir.
Ah bah si, le supplément Matrix 3ème édition, il était là, il était mal rangé, c'est dingue comme quoi c'était mal rangé tout ça. Voilà, donc ça c'est le supplément Matrice. Donc celui-là avait été traduit en français. Après, les suppléments de contexte qui n'ont pas été traduits. Donc Shadows of Europe, donc là c'est la description de l'Europe pays par pays quasiment, hein. Donc c'est là justement qu'il y a une révision de la France en 3ème édition, puisque ça c'est un supplément de 3ème édition. Et là où on voit que ça diverge très largement du supplément réalisé à l'époque pour Descartes par Philippe Tessier. Shadows of Asia, donc voilà, l'Asie pareil décrite par le menu. Il y a des choses très intéressantes, moi j'ai utilisé surtout les données sur le Japon parce que j'ai fait jouer beaucoup au Japon dans ma campagne de Shadowrun. C'est plutôt sympa. Voilà, celui-ci, je crois qu'il n'a pas été traduit, alors que celui-là, il a été traduit par la suite pour la 4ème édition, si mes souvenirs sont bons. J'en suis pas sûr, il faudrait que je revoie dans ma... je vous verrai quand je vous présenterai la gamme de la 4ème édition, si je l'ai bel et bien, mais je crois que celui-ci avait été traduit. Wastelands, donc la description de toutes les zones toxiques de l'univers, et donc avec toutes les perturbations magiques que ça cause, et donc en particulier les esprits toxiques, etc. C'est anecdotique, hein, mais bon, ça avait le mérite d'exister. Un petit supplément qu'on néglige, mais il y a des choses très intéressantes, c'est donc le Mr. Johnson Black Book, Little Black Book, où c'est là-dedans qu'il y avait en fait décrit en une page, ou pas loin, le système justement de matrice dont je vous parlais, qui est vraiment voilà, en 2 pages. Donc c'est ça, c'est le Quick Resolution Systems, donc pour le decking et pour le combat de véhicules. Voilà, en 3 pages. 3 pages, donc vous avez ça, et système simplifié, c'est génial. Ça pour le MJ, au moins pour ces 3 pages-là, le supplément est très intéressant. En plus, on va dire de décrire évidemment les tactiques des Monsieur Johnson, de nous offrir des PNJ supplémentaires, etc. Donc vous avez plein de PNJ qui vous sont décrits par le menu également. C'est un petit supplément, moi, que je trouve en fait très utile et qui a été un peu oublié. Voilà, et c'était pour la 3ème édition. Donc le Mr. Johnson Little Black Book. Des suppléments d'intérêt. Le Dragons of the Sixth World. Voilà. Qui décrit en fait tous les dragons les plus célèbres de l'univers de jeu. C'est vraiment très intéressant. Ça c'est vraiment, on va dire, à titre pour vraiment, si vous voulez prendre un dragon comme protagoniste principal pour plusieurs de vos scénarios, il y a vraiment vous pouvez choisir en fait réellement le pire justement protagoniste que vous pourrez trouver dans ce livre pour faire vos scénarios. Voilà, excusez-moi. Le Fritz 2, donc là il y avait le Fritz 1 avec les premières conspirations. Bah là vous avez accès à toutes les nouvelles conspirations. Je les trouve un peu moins pertinentes, mais il y a de quoi faire en fait encore pour trouver de quoi réaliser vos propres scénarios et campagnes. Un supplément qui est assez important donc sur la crise matricielle 2.0 de 2074. Donc là c'est purement et simplement pour la faire jouer et pour en compter les répercussions. 2 suppléments qui étaient parus à l'époque pour la 3ème, pour finir ou presque. Donc State of the Art 2063 and 64, où là il vous explique en fait les avancées technologiques qu'il y avait eu dans ces années-là, jusqu'à justement au crash matriciel. C'est assez anecdotique, hein, mais il y a plein de matos supplémentaires, plein de descriptions de nouvelles technologies, d'avancées technologiques, et donc potentiellement des idées de scénario. Et enfin, le Shadowrun Compagnon, pour la 3ème édition, donc il reprend encore l'idée donc des avantages des avantages, des systèmes de création de personnages alternatifs, et également des thématiques de campagne différentes, hein. En fait, c'est
la version révisée du Shadowrun Compagnon de la deuxième édition. Vous y retrouvez à peu près les mêmes choses. Donc voilà, en particulier la fameuse, comme je vous le disais, option pour jouer des membres de Dog Wagon, donc ce qu'ils appelaient donc les alternate campaign concepts. Voilà. Donc là, je crois que j'ai fait à peu près le tour donc, de ce qui existait et ce que j'ai dans ma bibliothèque pour la première, deuxième et troisième édition. Donc je vais arrêter la vidéo là et on se retrouve dans un instant pour justement voir les gammes de quatrième, cinquième, sixième édition, ainsi que, comme également, je vous parlerai de Shadowrun Anarchy, qui est une très très bonne alternative justement si vous voulez vous lancer dans Shadowrun sans trop vous prendre la tête. Voilà, donc à tout de suite pour la deuxième partie de la revue de gamme de Shadowrun. À tout de suite.